Je suis née à Genève et ma famille est l'une des plus importantes de cette république. Mes ancêtres ont été de longues années durant conseillers ou syndics et mon père a occupé plusieurs fonctions officielles avec honneur et gloire. Il était respecté par tous ceux qui connaissaient en lui son intégrité et son inlassable dévouement au bien public. Il fut, dans sa jeunesse, constamment absorbé par les affaires de son pays. Un certain nombre de faits l'empêchèrent de se marier tôt, et ce ne fut que sur le déclin de sa vie qu'il se maria et devint père de famille. Comme les circonstances de son mariage illustrent son caractère, je ne puis pas ne pas les relater. Parmi ses amis intimes figurait un commerçant qui, après avoir connu la fortune, tomba dans la pauvreté, à la suite de quelques opérations malheureuses. Cet homme, dont le nom était Beaufort, était un homme très orgueilleux et inflexible. Il ne put se faire à l'idée de vivre pauvre et oublié dans ce pays où il avait brillé autrefois par sa richesse et sa puissance. Il paya ses dettes de la façon la plus honorable et se retira avec sa fille à Lucerne, où il vécut dans l'oubli et la misère. Mon père aimait beaucoup Beaufort, et il fut fort affecté par cette retraite provoquée par de pénibles circonstances. Il regretta le faux orgueil de son ami, d'autant que ce dernier avait agi d'une manière qui n'était pas digne de l'affection qui les unissait. Il partit sans tarder à sa recherche dans le but de le persuader de reprendre son commerce, grâce à son crédit et à son assistance. Beaufort avait pris toutes les mesures nécessaires pour se cacher et ce ne fut qu'au bout de 10 mois que mon père découvrit sa retraite. Fou de joie, il se rendit dans sa maison, qui était située dans une ruelle près de la Reuss. Mais lorsqu'il y entra, seule la misère et le désespoir l'accueillirent. Beaufort n'avait sauvé de son naufrage qu'une faible somme d'argent, mais elle devait suffire pour subsister quelques mois. Il espérait alors obtenir une place respectable chez un négociant. Dans l'intervalle, il resta donc inactif, ce qui ne fit qu'attiser son chagrin car il avait le loisir de réfléchir sur les revers qu'il avait essuyés. Au bout de 3 mois, il était devenu apathique et incapable du moindre effort et dut garder le lit pendant un bon moment. Sa fille prit soin de lui avec la plus grande tendresse, avec désespoir aussi, car leurs faibles ressources diminuaient rapidement et il n'y en avait pas d'autres. Par bonheur, Caroline possédait une volonté peu commune et son courage grandit dans l'adversité. Elle se procura une occupation honnête, tressa de la paille et par quelques moyens s'ingénia à gagner de quoi subvenir aux besoins essentiels. Plusieurs mois se passèrent ainsi. L'état de son père empirait. Elle consacrait la plus grande partie de son temps à le soigner. Ses ressources s'épuisaient. Et 10 mois plus tard, Beaufort mourut dans ses bras, la laissant orpheline et démunie. Ce dernier coup l'accabla. Elle était agenouillée en larmes devant le cercueil lorsque mon père entra dans la chambre. Il apparut à la pauvre fille comme un ange protecteur et se confia à lui. Après l'enterrement de son amie, il la conduisit à Genève et la plaça sous la protection d'un parent. 2 ans plus tard, Caroline devenait sa femme. Il y avait entre mes parents une grande différence d'âge, mais cela parut renforcer les liens d'affection et le dévouement qui les unissait. Il y avait chez mon père un tel sens de la justice qu'il ne lui était pas possible d'aimer une personne qu'il ne pouvait pas estimer. Peut-être, autrefois, avait-il souffert de l'infidélité d'une femme et attribuait-il dès lors plus de prix à une vertu éprouvée. Son attachement pour ma mère était fait de gratitude et d'adoration que l'âge ne peut expliquer. Il respectait ses qualités et s'efforçait par ce moyen de lui faire oublier toutes les peines qu'elle avait endurées. Il se comportait avec elle avec grâce, une grâce inexprimable. Tout visait à satisfaire ses désirs et ses goûts. Il cherchait à la protéger comme un jardinier protège une plante exotique contre toute intempérie et multipliait les attentions afin d'émouvoir agréablement sa nature douce et bienveillante. La santé de ma mère et même sa tranquillité d'esprit avaient été fortement ébranlées par le malheur.
Mon père, durant les 2 années qui avaient précédé son mariage, avait progressivement abandonné ses fonctions publiques. Après leur union, mes parents gagnèrent aussitôt l'Italie. Le changement de décor, l'intérêt d'un tel voyage dans un pays aussi merveilleux devait raffermir la santé de ma mère. Après l'Italie, ils visitèrent l'Allemagne et la France. Moi, leur premier enfant, je naquis à Naples. Et déjà en bas âge, je les accompagnais dans leur périple. Je fus leur seul enfant durant plusieurs années. Bien qu'ils fussent fortement attachés l'un à l'autre, mes parents puisaient dans leur amour même l'immense affection qu'ils me prodiguaient. Les tendres caresses de ma mère, les sourires généreux de mon père inondent mes premiers souvenirs. J'étais leur jouet et leur idole, et quelquefois plus encore leur enfant. L'innocente et faible créature que le ciel leur avait donnée pour l'élever dans le bien et qu'ils se devaient de conduire vers le bonheur ou vers le malheur, selon qu'ils s'acquittèrent bien ou mal de leur devoir envers moi. Avec la conscience profonde de ce qu'ils devaient à l'être qu'ils avaient enfanté, et grâce à leur générosité, on peut imaginer que ma vie avec eux fut à tout instant une leçon de patience, de charité, de maîtrise de soi. Guidée par un fil de soie, elle fut une succession de jours heureux. Pendant longtemps, je fus l'unique objet de leurs soins. Ma mère désirait beaucoup avoir une fille, mais je continuais à être leur seul enfant. Vers ma cinquième année, nous fîmes un voyage au-delà de la frontière italienne pour passer une semaine sur les bords du lac de Côme. Mes parents rendaient souvent visite à de pauvres gens. Pour ma mère, ce n'était pas tant un devoir qu'une nécessité, même une passion. Elle se souvenait de ce qu'elle avait elle-même enduré et se sentait obligée de devenir à son tour un ange consolateur. Au cours d'une promenade, une pauvre masure au fond d'un vallon attira son attention. Son aspect délabré. De nombreux enfants vêtus de haillons jouaient dans les parages, l'image même du dénouement le plus absolu. Un jour, alors que mon père s'était rendu à Milan, ma mère m'emmena visiter ce logis. Elle y trouva un paysan et sa femme, des gens qui travaillaient dur, qui étaient terrassés par la misère et qui devaient nourrir 5 enfants affamés. L'un d'entre eux capta plus particulièrement l'attention de ma mère. C'était une petite fille qui semblait appartenir à un tout autre monde. Alors que les 4 autres étaient robustes, aux yeux foncés, elle était mince et blonde. Ses cheveux étaient si brillants qu'ils semblaient nobostants. La pauvreté des vêtements posait une couronne sur sa tête. La pauvreté des vêtements n'inspirait pas la beauté de cette femme. Son front était calme et dégagé, ses yeux bleus et limpides, ses lèvres, les traits de son visage reflétaient une sensibilité, une douceur telle qu'en les apercevant, on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'elle était d'une espèce différente, une créature envoyée par le ciel, dont la physionomie était une empreinte angélique. La paysanne s'aperçut que ma mère regardait avec émerveillement cette jolie petite fille et aussitôt elle lui raconta son histoire. Non, ce n'était pas son enfant, mais bien la fille d'un noble Milanais. La mère, une Allemande, était morte en lui donnant le jour. L'enfant avait été placé chez ces braves gens à une époque où ils jouissaient d'une meilleure situation. Eux-mêmes étaient mariés depuis peu et leur premier bébé venait précisément de naître. Quant au père de la fillette, c'était un de ces Italiens élevés dans le souvenir de l'ancienne magnificence de son pays, un de ces Schiavi, Agnor, Fremanti, qui combattait lui-même pour son indépendance. Il avait été la victime de son courage et l'on ne savait trop s'il vivait encore ou s'il croupissait toujours dans les prisons autrichiennes. Ses biens avaient été confisqués et c'est pourquoi sa fille était orpheline et pauvre. Elle avait vécu auprès de ses parents d'adoption et elle avait grandi dans cette masure, un peu comme une rose au milieu des ronces. Quand mon père revint de Milan, il trouva jouant à mes côtés dans le vestibule de notre demeure une enfant plus belle qu'un chérubin, une créature dont le regard irradiait et dont les mouvements étaient plus gracieux que ceux des chamois sur les montagnes. Cette présence fut rapidement expliquée. Avec son accord, ma mère persuada les paysans qui la gardaient de lui confier la charge de l'enfant. Ils aimaient certes cet enfant, et pour eux, elle avait été une bénédiction. Mais ils comprirent qu'il n'était pas juste de la laisser dans la pauvreté et le besoin
au moment où la Providence lui assurait une protection plus puissante. Ils consultèrent le curé du village et il fut décidé qu'Élisabeth Lavanza viendrait habiter la maison de mes parents. Elle ne fut pas longtemps une sœur pour moi, mais aussi la délicieuse compagne de mes études et de mes loisirs. Tout le monde adorait Élisabeth. L'attachement passionné, la vénération que chacun lui vouait et qui m'animait aussi furent mon orgueil et mon ravissement. La veille de son arrivée, ma mère m'avait dit, comme si elle plaisantait: un joli cadeau pour mon Victor. Il le recevra demain. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle me présenta le lendemain Élisabeth comme le cadeau qui m'était promis, je pris ses propos à la lettre avec la gravité de l'enfance, et je voulus tenir Élisabeth pour mienne, afin de la protéger, de l'aimer et de la chérir. Les louanges qu'on lui adressait, je considérais qu'elles m'étaient destinées. Nous nous appelions familièrement cousins et cousines. Aucun mot, aucune expression ne pourrait traduire l'amitié qu'elle me portait. Elle qui était plus que ma sœur et que je voulais à moi jusqu'à la mort. Chapitre 2. Nous avons été élevés ensemble. Il n'y avait même pas un an de différence entre nous. Je n'ai pas besoin de dire que nous étions à l'abri de toute dissension, de toute dispute. Notre amitié était empreinte de l'harmonie la plus totale et la diversité, le contraste qui subsistait dans nos caractères nous rapprochait davantage l'un de l'autre. Élisabeth était plus calme, plus appliquée que moi. Avec mon tempérament plus fougueux, je pouvais néanmoins mieux me concentrer et, à l'inverse d'elle, j'étais avide de connaissances. Elle se passionnait pour les créations éthérées des poètes, qui s'enchantaient dans la contemplation des majestueux et merveilleux paysages suisses autour de notre demeure. Les dessins sublimes des montagnes, le changement des saisons, la tempête et la quiétude, le silence de l'hiver, la vie et la turbulence des étés alpins, tout l'émerveillaient et la ravissaient. Et tandis que ma compagne admirait en toute sérénité les magnifiques apparences des choses, je cherchais moi à en déterminer les causes profondes. À mes yeux, le monde était un secret que je voulais percer. La curiosité, la quête entêtée des lois cachées de la nature, la joie proche de l'extase qui m'animait lorsque je pouvais en découvrir quelques-unes, ce sont les premières sensations dont je me souvienne. À la naissance d'un deuxième fils, mon cadet, de 7 ans, mes parents abandonnèrent tout à fait leur vie itinérante pour se fixer dans leur pays natal. Nous possédions une maison à Genève et une maison de campagne à Bellerive, sur la rive est du lac, à 1 lieue à peu près de la ville. Nous résidions là la plupart du temps et l'existence que menaient mes parents était plus recluse. D'instinct, je fuyais la foule pour m'attarder à quelque chose de personne. J'étais d'ordinaire indifférent envers mes camarades d'école, quoique j'eusse noué des liens d'amitié avec l'un d'entre eux, Henri Clerval, le fils d'un commerçant de Genève. Il était un garçon extrêmement doué et imaginatif. Il recherchait les risques pour eux-mêmes ainsi que les difficultés et les dangers. Il avait lu de nombreux livres de chevalerie et de romans. Il composait des chants héroïques et il avait même commencé à écrire des contes surnaturels sur des récits d'aventure. Il essayait de nous faire jouer des pièces ou de nous faire participer à des mascarades dont les personnages étaient inspirés par les héros de Roncevaux, de la Table ronde, du roi Arthur et les innombrables chevaliers qui ont répandu leur sang afin de délivrer le Saint-Sépulcre des mains des infidèles. Personne n'aurait pu avoir une confiance plus heureuse que la mienne. Mes parents étaient au plus haut point attentionnés et indulgents, et nous sentions que nous n'avions pas affaire à des tyrans qui nous commandaient selon leurs bons caprices. C'étaient des êtres qui nous offraient des joies qui étaient les nôtres, et quand il m'arrivait de côtoyer d'autres familles, je comprenais combien mon sort était enviable, et cela me faisait que augmenter ma gratitude. J'étais parfois d'humeur violente et je nourrissais des passions démesurées. Par tempérament, ce n'était pas vers les jeux d'enfant que je me portait le désir d'apprendre. Je ne voulais pas que ce fût n'importe quoi.
J'avoue que ni la structure des langues, ni les principes des gouvernements, ni les diverses formes de la politique ne m'attirèrent. C'était le secret du ciel et de la nature que je brûlais de connaître. Que je fusse intéressée par la substance extérieure des choses, par la nature ou par les mystères de l'âme humaine, tout me conduisait vers la métaphysique, ou plutôt le sens le plus strict du terme, vers les secrets physiques de l'univers. Dans le même temps, Clerval, lui, s'occupait pour ainsi dire de la relation morale des choses, des tumultes de la vie, des vertus des héros, les actions des hommes. Il espérait, il rêvait de devenir un jour un de ces fiers et aventuriers bienfaiteurs de l'humanité dont l'histoire conserve le nom. L'âme sainte d'Élisabeth brillait dans notre paisible demeure comme la flamme d'un sanctuaire. Elle avait toute notre sympathie. Son sourire, sa voix exquise, le doux éclat de ses yeux célestes étaient toujours présents pour nous bénir et nous inspirer. Elle était l'image vivante de l'amour qui apaise et qui charme. Les études auraient peut-être pu me rendre maussade, et l'ardeur de mon tempérament aurait pu aviver chez moi la brutalité si Élisabeth n'avait pas été là pour me communiquer sa propre douceur. Et Clerval, une pensée mauvaise pouvait-elle lui effleurer l'esprit? N'aurait pas été si parfaitement humain, si généreux, si plein de bonté et de tendresse en dépit de ses goûts aventureux. Si Élisabeth ne lui avait pas révélé les véritables valeurs du bien et ne lui avait pas fait comprendre que celle-ci devait guider toutes les ambitions. Je ressens un plaisir exquis à évoquer mes souvenirs de jeunesse alors que le malheur n'avait pas encore souillé mon esprit et changé mes visions brillantes et opportunes en sombres réflexions étroites et égoïstes. Au reste, en broussant le tableau de mes années d'enfance, je rappelle aussi ces événements qui, de fil en aiguille, me conduiront au récit de mes misères lorsque je cherche à m'expliquer la naissance de cette passion qui devait influer ma destinée. Je la compare à une rivière de montagne dont les ressources sont obscures et oubliées. Mais cette rivière se gonfle, devient un torrent, et tandis que son débit augmente, elle balaie tous mes espoirs et toutes mes allégresses. La philosophie naturelle est le génie qui a eu raison de mon destin. Je désire donc dans ce récit établir les faits qui ont inspiré ma prédilection pour cette science. J'avais 13 ans lorsque nous fîmes tous une excursion dans une station thermale proche de Thonon. Le mauvais temps nous contraint de rester une journée entière à l'intérieur de l'auberge et par hasard j'y dénichai un volume des œuvres de Cornelius Agrippa. Je l'ouvris avec indifférence, mais la théorie qu'il s'efforça de montrer et les faits prodigieux qu'il rapporte m'enthousiasmèrent bientôt. Une lumière nouvelle sembla éclairer mon esprit. Bondissant de joie, je fis part de ma découverte à mon père. D'un air détaché, il considéra le titre du livre avant de dire: Ah, Cornelius Agrippa, mon cher Victor, vous allez perdre votre temps. C'est sans intérêt. Si, au lieu de cette remarque, mon père avait pris la peine de m'expliquer que les théories d'Agrippa avaient été délaissées et qu'on avait introduit depuis de nouveaux systèmes scientifiques fondés sur la réalité et la pratique et non plus sur des considérations extravagantes, j'aurais certes rejeté Agrippa et, avec une imagination échauffée comme la mienne, je m'en serais retourné avec une ardeur nouvelle et mes études antérieures. Il est même possible que le cours de mes idées n'eût jamais reçu la fatale impulsion qui me conduisit à la ruine. Mais le simple coup d'œil que mon père avait adressé au volume me laissait envisager qu'il n'en connaissait peut-être pas le contenu. Aussi, je continuai à le lire avec la plus grande avidité. Lorsque je fus de retour à la maison, mon premier soin fut de me procurer toutes les œuvres de cet auteur, puis celles de Paracelse et du grand Albert. Je lus et étudiai avec délice les fantasmagories de ces écrivains, croyant qu'en dehors de moi, peu de gens en connaissaient les trésors. Je le répète, j'étais possédé du brûlant désir de pénétrer les secrets de la nature. Nonobstant le travail acharné et les étonnantes découvertes des philosophes modernes,
Je sortais toujours de mes études mécontent et insatisfait. On a prétendu que Sir Isaac Newton se comparait à un enfant qui ramasse des coquillages au seuil du gigantesque océan inexploré de la vérité. Et dans chacune des branches de la philosophie naturelle, même ses successeurs m'apparaissaient comme des profanes, incapables d'accomplir leur tâche. Le paysan illettré contemple les éléments qui l'entourent. Ses utilisations pratiques lui sont familières. Le philosophe le plus savant n'en sait pas davantage. À peine peut-il dévoiler le visage de la nature alors que ses traits les plus singuliers restent à ses yeux un secret et un mystère. Il est à même de disséquer, d'analyser, de donner des noms, mais sans même parler d'une cause finale. Il ignore les causes secondaires et tertiaires. J'avais contemplé des fortifications et les obstacles qui semblaient interdire aux hommes d'accéder à la citadelle de la nature. Et parce que j'étais ignorant, j'avais perdu patience. Et pourtant, il y avait ces livres, il y avait ces hommes qui semblaient interdire aux hommes d'accéder à la citadelle. J'acceptai leur hypothèse comme des certitudes et je devins leur disciple. Il peut paraître étrange que cela se produise au XVIIIe siècle, alors que je suivais l'enseignement routinier des écoles de Genève. Je devenais, dans mes matières favorites, un autodidacte. Comme mon père négligeait la science, je dus satisfaire tout seul, ainsi qu'un enfant aveugle, tel un enfant aveugle, ma soif de savoir. Sous l'inspiration de mes nouveaux précepteurs, je me livrai ardemment à la recherche de la pierre philosophale et de l'élixir de vie. Ce dernier objet retint surtout mon attention. Je préférais à la richesse, mais quelle gloire m'apportait ma découverte si je réussissais à bannir la maladie du corps humain, à rendre l'être humain invulnérable à tout, si ce n'est à la mort violente. Ce ne furent pas mes seules visions. L'apparition des esprits m'était largement promise par mes auteurs favoris. Vers ma 15e année, alors que nous nous trouvions dans notre propriété de Belle-Rive, nous fûmes témoins d'un orage d'une violence terrible. Il venait du Jura. Il s'annonçait par des tonitruants coups de tonnerre qui retentissaient de plusieurs côtes à la fois. Intéressé par ce phénomène, j'en observai tant que durant l'auta- j'en observai tant que dura l'orage son évolution. Alors, je me tenais sur le seuil de ma maison, je vis soudain un tourbillon de feu jaillir d'un vieux chêne adressé à une vingtaine de pas. À peine aveuglante lumière cessa-t-elle de briller que le chêne avait disparu. Ce n'était plus qu'un tronc calciné. Le lendemain, nous allâmes le voir et ce fut pour découvrir un arbre terrassé d'une étrange façon. Il n'était pas fondu par le choc, mais entièrement réduit en petits rubans de bois. Je n'avais jamais rien vu qui fût à ce point détruit. Avant cet événement, j'ignorais tout des lois les plus élémentaires de l'électricité. Il se trouve qu'un physicien réputé se trouvait en cette occurrence avec nous. Excité par la catastrophe, il se mit en devoir de nous expliquer sa propre théorie sur l'électricité et le galvanisme. Elle m'étonna considérablement. Ses propos rejetaient énormément de fortes dans Ses propos rejetaient fortement dans l'ombre Cornelius Agrippa, le grand Albert et les Paracels, les maîtres de mon imagination. Ce fut à un coup du sort et devant la faillité de leur théorie, je délaissai mes recherches habituelles. Il me semblait que rien n'était et ne pouvait être découvert. Tout ce qui m'avait si longtemps éveillé l'esprit devenait brusquement méprisable par un de ces caprices de l'esprit qui sont si fortement quand nous sommes jeunes. J'abandonne mes anciens travaux, considérant l'histoire naturelle et tout ce qui en découlait comme des créations fausses et ineptes, montrant le plus grand dédain pour cette prétendue science qui ne pouvait même pas dépasser le statut du vrai savoir. Dans un tel état d'esprit, je me tournai vers les mathématiques et les branches annexes, lesquelles me semblaient érigées sur des bases solides et ce qui, à ce titre, méritait ma considération. Comme nos âmes sont étrangement construites, comme sont fragiles les liens qui nous attachent à la prospérité et à la ruine.
Quand je regarde derrière moi, il me semble que le changement miraculeux de mes dispositions a été provoqué par mon ange gardien. Le dernier effort fourni par l'instinct de conservation pour prévenir l'orage qui était suspendu au-dessus de ma tête, prêt à fondre sur moi. Sa victoire se manifesta lorsque j'abandonna ces travaux qui m'avaient causé tant de tourments et que je pus recouvrer la tranquillité et la paix de l'âme. Et c'est ainsi que j'appris à associer l'idée de mal à la poursuite de mes travaux et celle de bien à leur abandon. Ce violent effort vers l'esprit de bien fut pourtant inefficace. La destinée était trop puissante et ses lois immuables avaient décrété ma terrible et totale destruction.